Eh bien bonjour à tous les anciens abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés sur notre chaîne. Avant de vous présenter cette 14e vidéo, je voudrais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour le fait que vous appuyez sur la cloche, mais aussi pour vos commentaires qui sont très poignants pour certains et ça me prend un peu de temps quelquefois pour répondre parce que ça me demande une énergie particulière. Voilà, c'est fait. Donc du coup, je vous présente cette 14e vidéo sur l'étanchéité du bâtiment. Alors on a étanché cette grande surface avec une membrane qui est synthétique. C'est une membrane polyoléfine et elle se soude avec un lester à chaud. Alors, il y a plusieurs façons de faire une étanchéité sur un bâtiment. Il y en a qui passent par le goudron, d'autres avec le PDM, d'autres avec les membranes souples, le PVC. Bon, donc il y a plusieurs options et chacun choisira celle qui lui convient le mieux, où il a le plus de pratique. Et il y a aussi une notion de prix, toujours dans un bâtiment de ce type. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une notion d'altitude et de contraste de température. Moi, j'ai pris cette option pour intégrer un isolant complémentaire sous la membrane et je peux en expliquer le sens plus largement par commentaire interposé. Et c'est un choix que j'ai fait parce que on est dans le sud de la France. Je n'aurais pas fait ce choix si j'avais été au-dessus de 900 mètres lorsque je travaillais dans les Pyrénées ou bien lorsque je travaillais au Canada avec des contrastes de température beaucoup plus importants, vous le comprenez. C'est un vaste débat, hein, ce problème de pointe de rosée. Et tout au long de ma vie, eh bien, on a débattu avec les architectes, avec d'autres professionnels comme moi, sur la maison, soit totalement étanche, hein, donc ce qui est préconisé par le DTU, de façon un petit peu générale et globale, ou bien la maison respirante, ce qui est mon cas, parce que moi je suis un fervent défenseur de la maison respirante. Je ne mets pas de pare-vapeur, mais plutôt des freins vapeur. Alors voilà, c'est ce que vous allez voir sur cette vidéo, et puis j'espère qu'elle va répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas de me questionner au travers des commentaires. Vous savez, en fonction de la question, eh bien, je vous fais des réponses nourries. Je vous souhaite un bon visionnage et vous donne rendez-vous bien à la fin, hein, comme d'habitude, pour la conclusion. À tout à l'heure. Tu te souviens, nous nous étions arrêtés à la fin de la 13e vidéo sur la pose des panneaux d'OSB 3+, milieu humide, face extérieure, paragraphage. Mais regarde bien, j'ai posé une couche de polystyrène expansé pour neutraliser ce que j'appelle la coulée thermique en tête de mur. Tu te demandes, mais c'est quoi la coulée thermique en tête de mur? Je t'explique, mais tu le sais déjà. L'air chaud monte et l'air froid descend. En réalité, il coule. Oui, le froid coule. Pour exemple, lorsque tu ouvres un congélateur armoire, une vapeur froide te coule sur les pieds, pas vrai? Elle ne monte pas, elle coule. De la même façon, le froid rentre ou coule par contact thermique en tête de mur. Donc, pour neutraliser cette coulée, j'ai installé des panneaux de polystyrène en 120 mm de haut et 145 mm d'épaisseur, ce qui correspond au vide du mur. Et ce, sur tout le périmètre du bâtiment. Et bien sûr, j'ai fait ça juste avant de fermer l'acrotère sur la face intérieure avec un panneau d'OSB 3+, milieu humide, de 12 mm d'épaisseur. À la suite de quoi, j'ai posé un panneau de roof mat en 60 mm pour compenser et dépasser l'épaisseur de la lisse basse qui est de 45 mm sur le mur d'acrotère. Et de ce fait, créer une continuité thermique entre la tête de mur et la surface courante du toit terrasse. À ce stade, je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis sur le plancher une couche de polystyrène extrudé. Ça n'a rien à voir avec le polystyrène expansé. Il est plus isolant et surtout plus résistant au poinçonnement. Bien que ce toit ne soit pas une surface accessible, il faudra dans le temps venir faire l'entretien et les contrôles de base sur cette toiture. Donc j'ai choisi ce polystyrène pour cette première raison. La seconde est qu'il est dit à cellules fermées, donc parfaitement étanche. Ce type de matériau peut flotter des années en mer sans jamais couler. Par chez moi, certains de mes clients ostréiculteurs qui travaillent sur les tentes de taux ont fabriqué des caisses avec ces panneaux pour sa grande flottabilité. Je ne sais pas exactement ce qu'ils en font, mais ils les gardent des années sans en changer. En conclusion, tu te souviens? Le roof mat égale cellules fermées. Un autre avantage est qu'ils sont feuillurés sur leurs quatre côtés, ce qui maintient les panneaux lors de leur mise en place les uns par rapport aux autres. Car ils sont juste posés sans colle ni vis.
Ils sont posés directement sur le toit, sans autre préparation. Ils sont disposés de façon à laisser un passage d'air grâce à cette feuillure sous le panneau, et ce tout autour du bâtiment, pour permettre la circulation d'un anneau d'air qui fonctionne en dynamique grâce à la physique et à la mécanique des fluides. Je suis un fervent défenseur de ce qu'on appelle en construction bois le bâtiment respirant. Donc chez moi, pas de pare-vapeur, juste des freins vapeur. Voilà pourquoi cet anneau d'air circulant sur la périphérie haute du bâtiment. Je continue de t'expliquer et je te décompose le montage pour que tu comprennes bien. Voilà les premiers sacs de lest remplis de gravier roulé et lavé. Ces sacs vont me servir de lest. Et je tape dans le tas qui est juste là, en bas du bâtiment. Après calcul par pesée, j'ai fait rentrer 21 tonnes de gravier roulé et lavé, ce qui correspond à une épaisseur de 9 cm de gravier sur la totalité du bâtiment. Pourquoi avoir choisi le lest plutôt que la fixation mécanique par vissage? Toujours pour des raisons thermiques et mécaniques. D'après mes calculs, le vissage des panneaux sur le plancher aurait nécessité un nombre impressionnant de vis qui, mises côte à côte, auraient constitué une colonne de métal avoisinant les 45 cm de diamètre. Chaque vis représente un point de contact thermique pénétrant au travers de l'isolant. Je ne peux développer dans le détail, ça serait trop long ici, mais tu dois savoir que, dans le temps, chaque vis est une source de problème liée au choc thermique, à la formation d'un point de rosée et d'une dégradation du support par pourrissement juste sous la pointe de cette même vis. Expérience à l'appui, durant mon joli Tour de France, sur des toits en sarking posés suivant ce modèle, mais avec des épaisseurs de 200 mm, le singe chez qui je travaillais à l'époque réalisait différents types de chalets dans les Pyrénées-Orientales. Et nous avons été obligés, 15 ans après leur pose, de les démonter, car les chevrons pourrissaient, et ce, juste à la plombe du vissage. Et du fait, l'isolant n'était plus fixé à la toiture. D'où l'obligation de changer de méthode. Nous reparlerons un jour de tout ça. Voilà pourquoi, pas de vis sur mon toit, mais du lest. Me voilà donc à la pose des panneaux suivant ce procédé, et bien sûr, je les ai ajustés et lestés avec ces sacs remplis de gravier. Sur cette photo, tu vois la feuillure périphérique juste sous le panneau. Et j'ai, comme tu peux le voir, monté autant de sacs que possible pour maintenir les panneaux en place. De toute façon, ce n'est pas du temps perdu, puisque ce gravier ne redescendra plus. Il sera étalé au terme de l'opération. Je travaille toujours par travée de 2 mètres, c'est la dimension du rouleau. Et après avoir posé suffisamment de panneaux, j'ai posé un feutre de 300 grammes au mètre carré, en pose libre, c'est-à-dire sans collage. J'ai collé ce feutre uniquement sur les remontées d'acrotère avec une colle néoprène spéciale qui adhère très bien sur le feutre et le panneau d'OSB. Ensuite, j'ai posé la membrane souple synthétique polyolefine, une membrane sans inifugent halogéné, ce qui remplit les exigences de protection à l'incendie. Je pose des lais de 2 mètres de large et 30 mètres de long que je soude avec un robot que mon fournisseur me loue à la journée pour ce complexe toiture. Après avoir posé la membrane, je vide les sacs de façon aléatoire sur la surface pour bien étaler le lest et pallier à tout soulèvement intempestif en cas de vent subit. Et je conserve quelques sacs encore pleins pour pouvoir les déplacer facilement d'un lait à l'autre. Sur cette photo, je déroule simultanément 2 rouleaux de membrane car le feutre est déjà posé. Le passage des acrotères ralentit beaucoup la progression, mais ça se fait tranquille quand même. Me voilà presque à la fin de mon étanchéité toiture. Enfin, le voilà fini pour ce qui est des parties courantes. J'étais tellement pris par mon travail à surveiller l'avance automatique du robot et l'état des soudures que je n'ai pas de photo à te montrer sur le poste soudage des laits au robot. Mais tiens, voilà, j'ai trouvé une photo sur le catalogue. Je te montre malgré tout à quoi ça ressemble. Et de plus, j'avais peur qu'il pleuve. Tu vois, je suis resté dans ma bulle, très concentré sur mon travail. Du fait, je n'ai pas toujours pensé à faire toutes les vues, mais bon, il y en a quelques-unes malgré tout. J'ai, au fur et à mesure de l'avancement de la partie courante, fait des petites remontées sur les acrotères pour me garantir, en cas de pluie intempestive, une parfaite étanchéité de ces mêmes parties courantes.
remontées sur lesquelles je viendrai souder l'habillage périphérique de l'acrotère. Ben, tiens, le voilà l'acrotère. Sur ces vues successives, tu te rends compte que ce métier t'oblige à l'excellence. C'est un vrai travail de couturier. Tu coupes suivant un ordre bien précis et tu réalises des pliages spéciaux qui viennent en permanence recouvrir la membrane de la partie courante. Ensuite, tu les soudes sur les remontées avec un chalumeau thermique sans flamme. Ce chalumeau s'appelle un lester et il est équipé d'un thermostat électronique qui te garantit un jet d'air à température constante. Dans mon cas, c'est 360 degrés minimum, mais c'est en fonction de la température de l'air. Tu ajustes donc cette température à seule fin de rendre amoureuses les deux faces, dessus et dessous de la membrane, par fusion. Tu réalises toujours des tests à l'arrachement pour contrôle d'un collage parfait. Oui, c'est vrai, c'est technique, mais pour le coup, c'est un vrai métier. Et il en va de la vie du bâtiment, donc pas de place à l'amateurisme. Après avoir fini mes soudures, les avoir contrôlées sur l'ensemble de la surface, j'ai posé les coupoles Velux, collées et vissées sur l'acrotère. Certaines sont fixes et 2 d'entre elles sont ouvrantes. Et pour finir ce poste, j'ai fabriqué un petit treuil installé sur une potence pivotante et nous avons, avec Marie, monté les 21 tonnes en une journée. Une journée qui s'est terminée à 2 h du matin à la frontale pour moi, sur le toit, et au spot pour Marie en bas, au chargement des seaux. Pourquoi avoir travaillé si tard? Eh bien parce que madame voulait faire la grasse matinée le dimanche matin, et elle m'a dit « on y est, on y reste, et on finit. Je ne reviens pas demain. » Voilà tout simplement pourquoi. Depuis dans le quartier, il me charrie en me disant « Gilles, tu abuses tout de même de faire travailler ta femme de nuit jusqu'à plus d'heures. Tu abuses franchement. » Alors je leur réponds gentiment « C'est elle qui m'a imposé ce rythme. Elle est petite, mais elle a un sacré caractère, tu sais. » Et on en rigole. Après quoi, j'ai réalisé la trappe d'accès, qui est isolée et montée sur vérin hydraulique. Elle aussi est habillée avec la membrane polyolépine collée sur une couche de feutre en interface. Et enfin, comme tu peux le voir ici, j'ai couvert et accompagné la pente de la coupole avec un panneau qui supportera le complexe d'étanchéité armé avec la toile non tissée. Le tout couvre les fixations qui sont étanches. N'en déplaise aux couvreurs qui utilisent le zinc et le plomb, et Dieu seul sait combien j'admire le travail des couvreurs zingueurs. Respect à vous tous, Coterie du Nord et de la France entière. Mais ce produit est exceptionnel, je l'utilise depuis plus de 40 ans, sans un seul problème. Attention tout de même, il n'est pas fait pour la pente zéro, mais comme tu peux le voir ici, je ne risque rien. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à la fin de cette vidéo. Ça veut dire que le sujet vous intéresse. Alors, je vais vous préparer la prochaine vidéo. On va peut-être quitter un peu le domaine de la construction bois pour vous montrer tous les domaines d'intervention par lesquels on a été obligé de passer pour arriver à finaliser un tel bâtiment. C'est le but de cette chaîne, c'est vous montrer les trucs, les astuces et vous dire le pourquoi du comment de mes décisions et de mes choix dans la réalisation de ce bâtiment. Alors voilà, je m'en vais vous la préparer et je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche, mais ça ne sera pas piquer les verres. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dès à présent pour la prochaine vidéo. Bye bye.